Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que les artisans contribuent à la richesse et à la notoriété du patrimoine alimentaire français. Éleveurs passionnés, viande d'exception. De l'herbe à volonté de vastes espaces, c'est le secret d'une bonne viande limousine. Offrir aux consommateurs exigeants le tempérament et l'authenticité de vos terroirs de montagne, voilà ce qui est au cœur de l'ambition de mes 3 invités qui ont fait 5 heures de route pour me rejoindre au studio pour un épisode que je sais succulent. Je reçois aujourd'hui Jean-Marc Escure, directeur de Limousin Promotion depuis 2016. Limousin Promotion est l'organisme de défense et de gestion pour les cahiers des charges des viandes limousines sous label rouge et IGP. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Pierre Bonnet, éleveur de vaches limousines, président du groupement de producteurs GLBV, président de l'entreprise Viande Limousin Sud et président de Limousin Promotion. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Sébastien Flores, éleveur de vaches limousines et de veaux du Limousin élevés sous la mer, président de la coopérative éleveur du Pays Vert et président de l'entreprise Covial. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, je commence avec le concept un peu moderne dont on parle beaucoup, de la fourche à la fourchette. Qui sont les acteurs phares dans l'écosystème de la viande ? Bonne question. Eh oui. De la fourche à la fourchette, c'est de l'éleveur jusqu'au consommateur. Mais entre l'éleveur et le consommateur, il y a l'organisation de producteurs qui regroupe des éleveurs. Jean-Pierre et Sébastien en parleront peut-être tout à l'heure. Il y a l'abattoir, passage obligé pour avoir une viande, et ensuite l'atelier de découpe et le boucher ou l'atelier de découpe de la grande surface. D'accord. Et donc le boucher ou la grande surface, après, arrive juste au consommateur qui, lui, aimerait connaître toutes ces étapes-là de traçabilité. Comment ça se passe justement, ce rapport à la traçabilité pour vous et pour nous ? Alors le rapport à la traçabilité, aujourd'hui, il est assez bien cadré par la réglementation française. Mais au-delà de ça, quand on est dans un signe de qualité comme les labels rouges ou les IGP, il y a toutes les garanties et toute la traçabilité de l'origine et de la qualité de production qui suit l'animal jusque chez le distributeur, voire le restaurant. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais jusqu'au restaurant lorsque c'est demandé. Mmh. Et justement, alors le label rouge et l'IGP, pour les néophytes, est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Marc, quels sont les critères ? Est-ce qu'un label rouge est forcément IGP ? Est-ce que l'IGP est forcément label rouge ? Est-ce que c'est complètement interdépendant ou dépendant ou différencié ? Alors c'est complètement indépendant. Chaque signe porte des valeurs. Le label rouge, c'est le signe de la qualité supérieure gustative d'un produit, donc avec des tests organoleptiques qui sont réalisés tous les ans pour s'assurer que le produit conserve une différence par rapport à un produit standard. C'est aussi des qualités supérieures dans les conditions de production, parce que dans les cahiers des charges label rouge, il y a déjà des conditions de production, de maîtrise de l'environnement, de bien-être animal, de qualité, de savoir-faire aussi des éleveurs et des professionnels qui travaillent la viande. Donc ça, c'est le label rouge, qualité supérieure sur beaucoup de choses. L'IGP, c'est un signe européen. Le label rouge est un signe français, reconnu et propriété du ministère de l'Agriculture. L'IGP, c'est une indication géographique protégée. Ça fait partie des signes européens de protection géographique, au même titre que l'AOP. Et donc, c'est un signe qui garantit une origine de production. L'élevage et les animaux sont dans une zone de production, mais aussi une origine rattachée à un terroir et une tradition de production. Voilà. Quand on va dans l'AOP, on monte un peu en gamme, puisqu'on a aussi un savoir-faire traditionnel qui est englobé dans ce cahier des charges AOP. C'est à la fois la production, l'origine de production et l'origine du savoir-faire. Ok, donc par exemple, l'IGP et le label rouge, c'est pour les viandes, mais c'est aussi pour les fromages,
Pour quel type de savoir-faire artisanal ? Le label rouge, ça peut être pour tous les produits alimentaires, et il y a même des produits non alimentaires comme le gazon ou les sapins qui sont en label rouge. Ah oui. Voilà, on peut le retrouver sur le site de l'INAO, il y a tout un tas de cahiers des charges, et le signe label rouge est bien connu, c'est celui qui a la plus de notoriété pour les consommateurs. Hein. Voilà. Pour le rassurer. Pour le rassurer, voilà. Et c'est toujours signe de qualité supérieure, gustative, et tout un tas de qualité de production. L'IGP, c'est un signe européen, c'est un autre logo qui se retrouve sur les produits et qui garantit une origine. Et comme tu le disais tout à l'heure, ils sont complètement indépendants, ces deux signes. Ils peuvent fonctionner l'un sans l'autre, mais ils peuvent aussi fonctionner l'un avec l'autre. Et nous, en Viande Limousine, on a deux produits qui sont label rouge et IGP. On a l'IGP veau du Limousin et qui est sur des veaux qui sont aussi en label rouge, veaux élevés sous la mer. Et on a le porc du Limousin, IGP, qui est également en label rouge, porc label rouge, élevé en bâtiment. Dans nos régions, c'est plutôt en bâtiment qu'on fait les porcs, mais avec l'origine géographique limousine et la qualité supérieure par le cahier des charges label rouge. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Pierre, quel est le secret de la qualité exceptionnelle du bœuf limousin ? Il y a beaucoup de choses. Il y a la race, il y a le travail de l'éleveur pour que l'animal, la viande, donne vraiment satisfaction. Il faut que ce soit, c'est un animal qui aura pris le temps d'être alimenté avec de bons produits naturels issus de la ferme. Donc, bien évidemment, un bœuf limousin va passer une grande partie de sa vie dans les pâturages, à manger de l'herbe, à nourrir son veau aussi, parce que c'est souvent des vaches, et donc ces vaches-là auront fait plusieurs veaux dans leur carrière. Et au moment d'être préparé pour être consommé, on va lui faire une ration très équilibrée, bien évidemment, à base de produits qui seront produits sur l'exploitation, des céréales, de l'herbe, du foin, de l'herbe conservée, enfin des produits naturels. Et donc, il faut prendre le temps de bien finir cet animal, de manière à ce que l'état d'engraissement soit optimum, qu'il y ait suffisamment de gras qui soit dans les fibres, de manière à ce que le persillé également soit optimum. Donc c'est ça le secret, c'est le tour de main de l'éleveur. On a une filière pour pouvoir avoir... l'amour. C'est l'amour, voilà. Pour pouvoir avoir des produits de qualité, on a de l'éleveur jusqu'au consommateur. Il faut que chaque acteur mettre sa petite part artistique. Donc on va avoir bien sûr l'éleveur, on va avoir la préparation. L'abattage, il faut bien évidemment respecter l'animal. C'est un moment nécessaire, difficile, mais c'est une partie nécessaire, mais il faut que ce soit bien fait dans le respect de l'animal. Puis après, bien évidemment, il y a le boucher qui a, dans ses méthodes de découpe, à son côté également artistique, et le restaurateur ou la ménagère qui va y apporter également sa touche finale. Alors tu parlais de temps, de prendre le temps. Combien ça prend, grosso modo, en moyenne ? Ça prend, pour pouvoir engraisser de manière optimale un animal, qui rentrera dans le cahier des charges bœuf, il faut de 4 à 6 mois, minimum. Voilà. D'accord. Donc on prendra le temps, il ne faut pas aller trop vite. Faut pas aller trop doucement non plus, parce qu'au niveau, il faut évidemment que l'éleveur gagne sa vie. Donc, si on met trop de temps, l'éleveur gagnera moins sa vie. Mais il faut quand même prendre le temps. Alors justement, tu abordes un sujet épineux. Gagner sa vie pour un éleveur, on sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie question qu'on se pose, que les médias mettent aussi sur le tapis, que les politiques publiques ont tendance à un petit peu délaisser. Quelle est ta position par rapport à tout ça ? De nous expliquer à nous, consommateurs, qui a tendance à oublier les coulisses de ces viandes qu'on mange dans nos assiettes. Alors, le consommateur n'oublie pas, parce que quand on l'interroge, quand on lui demande ce qu'il attend d'un produit, et notamment d'une viande, il répond toujours qu'il attend un produit qui va respecter l'environnement, si c'est de la viande, qui va respecter le bien-être animal, et il souhaite que l'éleveur soit bien rémunéré. Respecté. Voilà, respecté. Mais au moment de l'acte d'achat, c'est complètement oublié. On oublie l'environnement, on oublie le bien-être animal, on oublie la rémunération de l'éleveur et on regarde que le prix.
Et je dis pas qu'on se fout de la qualité, mais on regarde moins la qualité. Bah non, on achète un produit. C'est toute la problématique aujourd'hui, du portefeuille qui a tendance à sacrifier aussi la réflexion derrière. Donc comment vous pouvez éduquer en fait de plus en plus les consommateurs à dire on a besoin, nous, d'être payés aussi, au même titre que vous avez besoin d'être payés, rémunérés quand vous faites votre travail. Oui, alors il y a le consommateur à éduquer, puis il y a l'intermédiaire aussi qui est des fois éduqué, et le distributeur. Parce que trop gourmand ? Le distributeur, parce que trop gourmand, pas assez généreux quand on parle de rémunération de l'éleveur. On dit, l'éleveur, allez, on va lui mettre l'équivalent, on va lui calculer un prix de vente de son produit avec 2 SMIC. On va lui mettre 2 SMIC. Un éleveur travaille en moyenne, entre 60 et 80 heures par semaine. Alors, est-ce que ça vaut 2 SMIC, mais est-ce qu'on majore les heures qu'on a au-dessus des 35 heures ? Est-ce qu'il y a des heures sup ? Voilà, c'est un dilemme au niveau du calcul, c'est un dilemme du calcul de la rémunération de l'éleveur. Qu'est-ce qu'on lui donne à l'éleveur ? Qu'est-ce qu'on lui donne ? Mais il faut avoir une capacité à vivre correctement. Il faut avoir une capacité à pouvoir renouveler, à avoir une force d'investissement, à pouvoir dégager du résultat pour donner confiance aux banques. Parce que en tant qu'éleveur, on revient souvent voir la banque de manière à pouvoir investir, soit dans du matériel, parce qu'un éleveur a besoin de beaucoup de matériel, et le prix d'un tracteur, par exemple, mais d'autres matériels, fait peur. Alors dis-nous, s'il te plaît, combien ça coûte un tracteur ? Un tracteur, ça vaut 1 000 € du cheval. Il y a combien de chevaux ? Bien avancé avec ça. Non, mais sérieusement, pour qu'on arrive à se représenter. Et on a des tracteurs de 100 à 150 chevaux en élevage. Voilà. Donc de 100 à 150 000 €. Juste pour le tracteur. Pour mener le matériel qui sert sur une exploitation, il faut des tracteurs de 120 à 150 chevaux. Et souvent, il en faut 2. Et donc, ça fait 250 000 ça fait 250 000 €, quoi. Plus tout le matériel qu'il y a derrière, qui coûte aussi très, très cher. C'est bien. Bon, on a remis l'église au milieu du village. Merci Jean-Pierre. Sébastien, alors donc toi, tu es président de la coopérative éleveurs du Pays Vert. C'est quoi la démarche et l'ambition des coopératives ? Comment ça fonctionne ? C'est rassembler le maximum d'adhérents et aller dans le même sens et défendre l'agriculture et l'éleveur. Là, par exemple, dans ta coopérative, il y a combien d'éleveurs ? On a à peu près 4000 adhérents. Ah, quand même, d'accord. Donc, quand tu dis adhérents, ça veut dire que des gens payent pour rejoindre la coopérative ? Non, on ne paye pas. Alors, les adhérents, c'est qu'ils veulent utiliser, du coup... On adhère à la coop. De mutualiser quelque chose. C'est ça, on mutualise, on adhère à la coop, et sur chaque bête vendue à la coop, le groupement prend un petit pourcentage. Ok, d'accord. Et justement, donc toi, tu es spécialisé veau. Qu'est-ce que c'est la production d'un veau fermier élevé sous la mer ? Comment ça se passe ? C'est un veau qui va être fermé dans un petit box à partir de 15 jours, qui va téter sa mère matin et soir régulière, à 12 heures d'intervalle à peu près, samedi et dimanche compris. On y passe, je vois sur mon exploitation, on passe à 2 heures matin et soir pour faire téter les veaux. Donc c'est un métier qu'on fait avec passion, qui nous vient souvent de nos grands-parents, voire même des arrière-grands-parents. Mmh. Et en ce moment, la difficulté... On perd de la production parce qu'on perd des éleveurs. Parce que la tendance est plutôt à moins travailler, qui n'est pas le cas en élevage de veaux de lait. D'accord. Et comment vous avez besoin quoi ? De recrutement, d'aller faire une campagne d'information pour dire on a besoin de bras, on a besoin d'éleveurs, on a besoin d'animaux, Comment ça se passe en fait ? Vous, entre vous, dans la coopérative, sur quoi vous réfléchissez au quotidien ? On pense surtout à un service de remplacement pour les week-ends, pour pouvoir essayer de se libérer un peu du temps, pour la famille, pour plein de choses. Oui, c'est normal. Voilà. Non, c'est pas normal, justement. Pour qui c'est pas normal ? Pour certains éleveurs, c'est pas normal. Quand on essaye de s'en aller le week-end ou en vacances, il y en a qui comprennent pas. Les jeunes arrivent dans les fermes, si on veut remettre de la dynamisme dans l'élevage de veaux de lait sous la mer, si on ne passe pas par un service de remplacement pour partir un peu les week-ends, on n'y arrivera pas. Et là, c'est quoi la perspective sur 2 ans, 3 ans ?
Perte de production, perte d'éleveurs. Si on met pas vraiment l'accent sur la production, ça sera une filière en difficulté. On est sur une production qui est intéressante parce que c'est un produit de passion, comme l'a dit Sébastien, d'exception, de passion. Moi, je dis souvent, c'est le caviar de la viande. Voilà, et c'est vrai, le veau élevé sous la mer, c'est vraiment un produit d'exception. Par contre, qui prend beaucoup de temps aux éleveurs. Et aujourd'hui, on rejoint toujours, avec Jean-Pierre, tu discutais du prix et de la rémunération. On rejoint la rémunération. Il faudrait qu'on arrive à rémunérer correctement ce temps plus important passé en production de veau sous la mer, et notamment permettre aux éleveurs d'avoir quelqu'un pour les remplacer, pour prendre une soirée, un week-end, des vacances, parce que c'est parfois en élevage un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est ce qui aujourd'hui un peu est difficile dans cette production-là, dans beaucoup de productions d'élevage, mais dans cette production-là encore plus. Et on rejoint le consommateur qui, il faut lui dire, lui redire et lui répéter que s'il veut manger ces produits d'exception, il faut absolument qu'il apporte une juste rémunération aux éleveurs. Alors justement, il y a eu beaucoup de débats autour des différents accords qui ont été signés à l'étranger. On parle beaucoup de la révolte des agriculteurs. Là, c'est bientôt le salon de l'agriculture. Vous allez y aller, j'imagine. Tout à fait. Comment vous l'appréhendez, ce salon de l'agriculture ? Qu'est-ce que vous attendez de ce salon et qu'est-ce que vous attendez de notre président aussi ? On attend un salon calme. Un salon calme, oui, plus que l'année dernière. On en parlait ce matin et on était même un peu inquiets parce qu'on se demande s'il sera si calme que ça, parce qu'on entend beaucoup parler. Oui, ce qu'on attend, c'est un salon, le salon d'agriculture de Paris en premier lieu. Après, peut-être que Jean-Pierre et Sébastien pourront parler de ce qu'en attendent les éleveurs et les organisations de production. C'est la plus grande ferme de France, on dit. C'est un moment où les éleveurs peuvent communiquer avec le public. Et c'est ça devrait rester cela. En premier lieu, et c'est l'image qu'on doit en donner pour que les consommateurs, les habitants de Paris, de la région parisienne, de France, voire de l'étranger, puissent rencontrer les producteurs. Après, nous, on en attend aussi, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels, de rencontrer les différents maillons de la filière, et aussi les politiques, pour leur faire passer les messages. Et là, on attend à ce que le gouvernement, je parle de façon globale, après Jean-Pierre et Sébastien vont compléter, prennent en compte les attentes et les difficultés des élevages, et derrière apportent des solutions ou une partie des solutions. Je suis pas sûr qu'ils pourront tout apporter. Jean-Pierre ? Oui, non, mais c'est le moyen c'est un lieu de rencontre, le salon agricole, avec les consommateurs, avec les différents opérateurs de la filière. Je pense pas que ce soit un lieu où on puisse revendiquer et taper vraiment du poing sur la table. Non, on a des messages à faire passer. On a parlé beaucoup des accords du Mercosur, dans lequel l'agriculture est un tout petit volet. C'est infime par rapport au commerce de voitures de Van der Leyen. C'est donc la viande. Et c'est au salon agricole qu'on doit intervenir et faire passer les messages que notre viande, on n'utilise pas d'hormones, qu'on n'utilise pas de farine animale, qu'on n'utilise pas de farine de poisson, etc. Que les animaux sont vraiment nourris avec des produits qui sont produits sur l'exploitation ou qui sont achetés sur lequel on a une traçabilité. Moi, ça m'est arrivé de voyager pas mal et d'aller justement dans ces pays d'Amérique et d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, de voir comment sont traités les animaux lorsqu'ils arrivent dans les feedlots, ce qu'on appelle les feedlots, des lots de nourriture. Et les animaux arrivent, sont hormonés systématiquement dans les rations, on met des rations. Alors nous, on parlait d'une durée d'engraissement de 4 à 6 mois. Là-bas, l'objectif, c'est d'engraisser au bout de 3 mois, de 3 mois d'avoir fait du gras, mais avec des produits qui vont être hyper protéinés. C'est du bodybuilding. Donc, on donne et des hormones et une alimentation qui va réellement pousser l'animal. Et lorsqu'il arrive à l'abattage, il peut pas aller plus loin parce que c'est après, et au niveau bien-être animal, c'est quand même un peu limite. Les animaux
il y a un camion entier par lot et le faible ne s'en sortira pas toujours, mais il faut que le gros pousse vite. Donc c'est ça qu'on veut nous faire manger. Donc à nous de bien communiquer sur ce qu'on fait et également de veiller à ce que les produits qui arriveront soient réellement identifiés et qu'on ne puisse pas créer confusion au consommateur, de manière à ce que le consommateur puisse par erreur prendre un produit comme ça qui a pas du tout été produit dans les mêmes conditions que le nôtre. Merci. Et toi, Sébastien, comment tu vois ce salon qui arrive prochainement ? Le salon, c'est un moment d'échange particulier avec le consommateur. Après, pour le reste, je pense que Jean-Pierre et Jean-Marc ont à peu près tout dit. Parce que du coup, quel est votre rapport au quotidien avec les chambres d'agriculture et le ministère ? Vous avez des rapports, je sais pas, des dossiers qui sont en attente, des interlocuteurs qui vous parlent ou qui vous laissent de côté ? Comment ça se passe ? Parce que c'est quand même vos référents principaux aussi dans vos difficultés. Tous les jours, en fait, on parle beaucoup de la PAC. Les aides de la Politique PAC. agricole commune. Donc tous les jours, pour pouvoir prétendre à ces aides de la PAC, tous les jours, on est obligé de faire attention et de respecter. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité des aides. On touche des aides à condition qu'on respecte tout un tas de choses. Donc, et ça bouge ? Elles évoluent, ces conditions ? Les conditions évoluent pas beaucoup. Les montants qu'on touche évoluent, pas tellement à la hausse. C'est bizarre, je suis pas surpris. Plutôt à la baisse. Ouais. Les enveloppes baissent. Et moi, j'aurais tendance à dire, j'aimerais bien que les enveloppes baissent et qu'on ne touche plus rien si on vendait notre produit le prix qu'il faut. Parce que les aides de la PAC, on a l'impression, quand on voit sur la presse, encore 200 milliards ou 200 millions débloqués pour l'agriculture. C'est que pour toi ? Oui. Donc c'est pas pour l'agriculture. Les aides de l'agriculture, alors bien sûr on touche une subvention, mais si on n'avait pas cette subvention, on ne pourrait pas produire. Donc moi j'interprète la subvention de la politique agricole commune comme une subvention aux consommateurs. Parce que si nous on ne touchait pas ça, il faudrait qu'on vende notre viande et nos produits agricoles en général, le blé, enfin tous les produits agricoles, beaucoup plus cher. Et est-ce que le consommateur, comment ferait le consommateur pour pouvoir se payer les produits agricoles ? Si on regarde depuis 40 ans, moi, depuis que je suis agriculteur, je commence à arriver sur la fin, il n'y a pas eu une grosse évolution par rapport on parlait du matériel agricole, par rapport au matériel agricole, nos produits n'ont pas évolué en termes de prix. On vend le même prix que ce qu'on vendait, le même prix, à quelque chose près, que ce qu'on vendait il y a 40 ans. Ça n'a pas beaucoup évolué. Par contre, la baguette a beaucoup progressé parce qu'on était au franc avant. Bien sûr. Aujourd'hui, on est à l'euro et on achète une baguette en euros. Donc, on a multiplié par 6,5 le prix qu'on l'a payé en francs. Il y a, je ne sais plus à combien ça remonte, mais il y a 30 ans. Donc, les prix des produits agricoles n'ont pas évolué. Et ces aides de la PAC viennent aider le consommateur à pouvoir s'acheter des produits de qualité. Donc, il ne faudrait pas qu'avec toutes ces conditions qu'il y a, donc ces relations qu'on a avec le ministère, avec les chambres d'agriculture, avec l'Europe, qui nous imposent des méthodes de production, donc il ne faudrait pas que des produits qui viennent d'ailleurs viennent nous concurrencer, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes, mais ils risquent d'arriver par contre au même prix ou pas loin du même prix. Hein. Alors, est-ce que ça vous embêterait de parler de prix ? De nous dire à nous combien ça... Voilà, donc Sébastien, oui. Pour faire le lien, il y a quelques mois, j'ai retrouvé des factures de mes grands-parents qui vendaient des veaux de lait en 1981. Mon année de naissance. C'était aussi cher, ils vendaient aussi cher, voire plus cher que maintenant, et les charges n'étaient pas du tout les mêmes. Incroyable. Donc là, on parle de 43 ans. Donc sur le veau de lait, on est à peu près à 10 à 12 euros le kilo, payé à l'éleveur. Sur le bœuf, on est autour de 6 euros le kilo. D'accord. Voilà. Et vendu combien ?
Parce que le veau de lait dans les boucheries, c'est cher. Là, ce qu'il faut faire, faut aussi expliquer aux consommateurs c'est ça que j'aimerais que vous fassiez. Que entre l'éleveur, lui, il vend un animal entier. Donc, une carcasse de bœuf, c'est 6 € le kilo, fois 400 kilos ou 450 kilos. Une carcasse de veau, un veau fait 150 kilos environ, fois 12 €. Bon, ensuite, l'abattoir vend au distributeur. Le distributeur travaille des coupes, il y a des déchets, il y a des os, il y a des produits qui se valorisent plus cher que d'autres. Donc, les entreprises parlent et les bouchers parlent d'équilibre en matière. Il faut valoriser tous les morceaux. Donc, après, c'est vrai que les morceaux les plus nobles en veau vont être vendus jusqu'à 30-35 € le kilo. En étant raisonnable, dans certaines boucheries, ça peut être au-delà. La blanquette, on va être autour de 18-20 € le kilo. En bœuf, on va être à 35 € le kilo la côte de bœuf, voire plus dans certaines boucheries. Je parle pas du filet de bœuf qui est un produit. Le filet de bœuf, c'est tout petit dans une carcasse. Donc, moi, je l'oublie. J'ai pas les moyens d'acheter du filet de bœuf. Je mange autre chose qui est bien meilleur d'ailleurs. Qu'est-ce que tu manges meilleur que le filet de bœuf ? Dans le rhum steak, il y a un petit morceau qui vaut moitié prix du filet de bœuf et qui est beaucoup plus goûteux. Et donc, le pot-au-feu, il est vendu, on va dire, 14 ou 15 € le kilo en boucherie. Peut-être un petit peu plus à certains moments. Voilà. Mais on a... Donc, le boucher, lui, doit faire son équilibre. Il achète à un prix toute la carcasse et derrière, il travaille la carcasse, il a la main-d'œuvre, le travail qu'il faut faire. Et derrière, il vend les morceaux selon la valorisation de chaque pièce. Et il peut aussi y avoir une fluctuation selon le moment de l'année, puisqu'en fonction de la saison, on mange plus de côte de bœuf ou plus de pot-au-feu. Ou plus de pot-au-feu. Quoi. C'est QFD. Quoi. Oui, voilà. C'est ça. Et ce qu'il faudrait, et c'est de plus en plus. Faut voir que, on parlait tout à l'heure d'un prix du veau il y a 43 ans, mais à l'époque, on mangeait beaucoup de blanquettes, beaucoup de sautés de veau, beaucoup de préparation de veau. Aujourd'hui, déjà on mange un peu moins de veau, mais on mange surtout de l'escalope, des pièces à griller, et on a du mal à aller dans les produits à cuisson plus longue. C'est pareil sur le pot-au-feu. Il faudrait poser la question à tous les Parisiens. Je suis pas sûr qu'on aurait beaucoup de gens qui disent « j'ai mangé un pot-au-feu cet hiver ». Il y en a beaucoup qui n'en mangent pas. Et c'est des morceaux qui sont très bons. Ça demande un peu de temps de cuisson, mais pas beaucoup de temps de préparation. Il faut éplucher tous les légumes. Oh là, ah bah oui, mais bon. Non mais je sais, mais moi j'adore faire ça. Mais et on en trouverait même des épluchés. Non, oui, c'est vrai. Voilà, et on n'a pas peur d'aller payer très très cher des carottes râpées, alors qu'on peut aussi râper des carottes. C'est tellement vrai. Il fallait le dire parce que c'est. Non mais c'est vrai. Voilà, on achète des carottes, des pommes de terre, on les épluche, on les met dans un pot-au-feu. Le poireau, il y a quasiment rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà, on met la viande dedans, on fait cuire tranquillement et on se régale. Voilà, c'est tellement bon. Il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Sauf que ça a été oublié et ça, aujourd'hui, ça pénalise aussi la valorisation des carcasses. Et il faut savoir aussi dans le bœuf, on a plus de 50% du poids de viande bovine qui est mangé en haché en France. Alors, par facilité, par habitude, alors c'est le steak haché, c'est le burger, c'est les boulettes de viande, c'est le hachis parmentier, c'est... Les spaghettis bolognaises. Les spaghettis bolognaises, mais on en mange du haché. Hein, alors qu'on n'arrivera peut-être même plus à mâcher de la viande, alors qu'elle était très tendre. Jean-Marc, le hachis parmentier, d'habitude, c'est quoi ? C'est le reste de pot-au-feu. Tout à fait. Voilà. On mange du pot-au-feu pendant 2 jours et puis après, et le reste, on fait du hachis parmentier. Bien sûr, bien sûr. Très intéressant. Et du coup, par rapport au boucher, tu disais, donc il y a des meilleurs ouvriers de France bouchers, donc il y a des enfants ou des jeunes qui se forment aussi à la boucherie. Comment ça se passe tout ça dans les écoles ? Est-ce que, en termes de recrutement, en termes d'attractivité, les jeunes ont envie de prendre cette voie-là, ou est-ce que ils sont découragés par tout ce qui se passe autour ? Ça, c'est notre impression, puisque nous, dans la filière, on travaille avec les éleveurs. On a 5500 éleveurs engagés dans différents cahiers des charges. Et on travaille avec des bouchers. Aujourd'hui, on a 1600 bouchers ou chefs bouchers de grande surface qui sont engagés avec nous. Et donc, parmi les bouchers, on a vécu une époque, il y a une quinzaine d'années, où peu de jeunes, c'était pas un métier très attractif. Aujourd'hui, ça le redevient. Sans doute pas assez,
parce que on manque encore de personnel et de personnel qualifié dans certains établissements, mais on voit qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au métier et de belle façon. Je vais en parler juste après. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de rayons, de boucheries, voire de grandes surfaces, et des professionnels de la boucherie qui ont du mal à trouver leurs équipes. Donc, on peut qu'inciter les jeunes à s'engager dans ce beau métier. Bon, faut déjà s'y intéresser. Je crois que maintenant, dans les cursus de formation, il y a toujours des stages lorsqu'on est au collège qui permettent de s'imprégner. Ça peut être l'occasion de voir un métier de ce type-là. Puis après, ça passe par un cursus qui passe par le CAP de boucher, puis le BP, brevet professionnel. Et il faut savoir que sur Paris, mais il y en a d'autres en France, mais il y a surtout celle de Paris, il y a l'École nationale supérieure des métiers de la viande qui peut pousser beaucoup plus loin dans la formation de boucher et arriver vers l'excellence. Alors à la fois dans la communication autour de la viande, dans les préparations, dans la façon de travailler les viandes et dans les nouveaux modes de commercialisation. Aujourd'hui, on a beaucoup de commercialisation et de communication autour des produits. Donc, il y a des formations très, très valorisantes. Et puis après, le Graal, déjà, c'est les jeunes bouchers qui sont en formation en CAP, puis en BP, peuvent participer au concours. Alors, avant le meilleur ouvrier de France, il y a le MAF, le meilleur apprenti de France. Donc, tous les ans, qui permet aux jeunes de montrer ce qu'ils savent faire, de concourir d'abord au sein des départements, puis au sein des régions, puis au niveau national, avec de très, très belles présentations. Donc, nous, on suit cela parce qu'on sait que c'est les bouchers de demain. Et c'est important d'être derrière eux pour leur donner confiance et faire le lien avec nos productions. Et puis après, tous les 4 ans, je crois, il y a le MOF, le meilleur ouvrier de France. Et donc là, il y a quelques bouchers qui sont reconnus à chaque session, mais voilà, à chaque promotion. Je crois qu'ils parlent de promotion. Donc, il y en a eu 6 en 2022. Ils ont eu le diplôme en 2023. Et on devait avoir avec nous Christophe Ipiamfa, qui est, en plus d'être meilleur ouvrier de France, très attaché à notre territoire. Donc, il est boucher à Brive, à la boucherie Bac, qui est sur des marchés. Donc, meilleur ouvrier de France sur des marchés. Ils font plusieurs marchés chaque semaine. Et en plus, c'est le capitaine de l'équipe de France de boucherie. Voilà, qui participera également à la Coupe du... Alors, il y a une Coupe du Monde de boucherie. Oui, j'attendais à ce que tu me dises cela. Il y a une Coupe du Monde de boucherie, voilà, c'est vrai. La France y participe depuis 2016. Il y avait 4 nations en 2016. C'était en Australie. Et la France y est partie pour la première fois et est revenue avec la Coupe. Voilà. Et comment ça se passe, la Coupe du Monde de boucherie, alors ? Alors, la Coupe du Monde de boucherie, c'est des bouchers qui vont... de toutes les nationalités. Donc, que j'aille au bout, c'est tous les 3 à 4 ans. C'était à Sacramento en 2022. En 2025, ça va être en France pour la première fois. Ça va se passer porte de Versailles, fin mars, le 30 et 31 mars. Donc, il y a 3 compétitions. Il y a une compétition jeune boucher. Il y a une compétition apprenti. Alors, je vais parler de ces 2-là en même temps. C'est en individuel. Ils ont un sujet avec un rhum steak, un demi-agneau, 2 volailles. Il y a du porc aussi. Et ils doivent faire une préparation pendant 2h30 de temps. Donc, c'est vraiment, c'est à la fois très physique parce que c'est très rapide. Il faut aller très, très vite. Et puis, c'est du travail d'art. Parce que c'est des présentations magnifiques. C'est manuel, ça peut pas être plus manuel. Donc là, on va avoir, je pense, une vingtaine d'apprentis le matin et une vingtaine de jeunes bouchers l'après-midi sur un sujet relativement identique, mais avec des étals qui seront bien évidemment différentes selon les pays, selon la façon de travailler la viande en fonction des pays. Ensuite, au niveau le lendemain, on va dire, c'est la compétition par équipe. Donc là, chaque nation qui se présente a 6 participants. Il y a des suppléants, bien sûr, parce qu'il peut y avoir un accident ou un remplacement nécessaire. Pas pendant la compétition, mais avant le début de la compétition. Et donc, les 6 bouchers vont travailler un demi-bœuf, un demi-porc, un agneau et 4 volailles. Ils ont pour ça 3h30 et ils font un étal qui fait 1,50 m de large de profondeur et 7 mètres de long. Voilà.
Et donc ces présentations sont ensuite jugées à la fois sur leur qualité, sont dégustées pour certaines, et puis le travail de la boucherie qui a été fait avant. Et au sein de cette compétition, il y a aussi un classement de la meilleure découpe, de la meilleure préparation de viande, de bœuf, meilleure préparation d'agneau, etc. Et nous, on s'était rencontrés sur le Syrah omnivore au Parc Floral de Vincennes. Tout à fait. Et j'avais eu la chance de goûter toutes les viandes, parce que Voilà. c'était d'ailleurs Romain Leboeuf, qui est MOF aussi, et qui était sur le stand, et j'avais goûté effectivement l'exception par excellence dans le goût. Et par contre, l'exception, mais c'était Romain qui nous avait préparé quelques petites sauces, jus de viande, mais de façon très très simple. Ah oui, et la cuisson, tu l'as vu, c'était tout fait à la plancha ou à la poêle, sans autres ingrédients. Et on tombait, subjugué. Les chines de porc étaient délicieuses, les carrés d'agneau, c'était magnifique. Et voilà, et le veau, on était vraiment sur le caviar cuit de façon très très. Il faut garder le veau rosé à cœur, hein, ça on le dira jamais assez. Et puis je crois qu'il avait fait aussi quelques flambages, je ne sais pas si tu l'avais vu, flambés avec des alcools. On avait pas mal de représentants d'alcool à côté, c'était assez sympathique. Super, merci beaucoup Jean-Marc. Sébastien, du coup toi pour tes veaux, grosso modo tu travailles donc avec des intermédiaires, ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de circuits courts pour les consommateurs? Est-ce qu'on peut venir chercher par exemple le veau chez toi directement? Parce qu'on parle beaucoup de local, de circuits courts, de consommation. Comment ça se passe dans les coulisses? Sur mon exploitation, non, parce que j'adhère à la coopérative, donc tout passe par la coopérative. D'accord. Après, mon veau peut être trouvé, je vois par exemple chez nous, il y a un petit Super U à 2 km où les gens viennent se servir régulièrement. D'accord. Et par rapport justement au bien-être de tes bêtes, comment ça, là encore, est-ce que tu peux nous expliquer? Le bien-être animal, ça fait des années qu'on le pratique au quotidien. Après, pour qu'on ait une viande de qualité, il faut un veau qui est dans un endroit calme, que ce soit propre, bâtiment éclairé. Et il faut surtout que l'éleveur soit bien dans sa tête. Ah, ça c'était... Voilà. Je rajouterai, moi je connais l'exploitation de Sébastien, et il faut lui demander qu'est-ce qu'il a qui marche en permanence dans son élevage. La musique. Où il y a les vaches. De la musique? La musique. Ah ouais. Il y a la radio. La radio. Quelle musique elles aiment? Un peu de tout, mais... Du rock aussi? Ce qu'on aime nous, surtout. Donc, je pense pas qu'elle fasse la différence, mais oui, ça y fait. Ça participe au bien-être des animaux, mais aussi de l'éleveur. C'est ça. Bien sûr. Les veaux, matin et soir, sont brossés. La paille, je pourrais dormir dedans, ça me poserait aucun souci. Voilà. Pour avoir une viande de qualité, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le veau il soit bien. Intéressant. Et par rapport aux cuissons, donc tu parlais du veau rosé à cœur. Est-ce que chacun, vous pourriez me donner la cuisson pour les viandes, pour les consommateurs? Voilà, quel type de cuisson vous préférez-vous, par exemple? Ça dépend du morceau. Dis-moi. Ça dépend du morceau. Bon, l'entrecôte, le filet, la côte de bœuf, le rhum steak, on va être plutôt sur une viande, on appelle ça bleu. Enfin, moi, je dirais bleu chaud. Oui, bleu parce que chaud. le à point, c'est pas possible. Ah non. On est d'accord. Est-ce qu'on peut replacer les choses? Sacrilège. Non, c'est du sacrilège, c'est de l'assassinat. Non. Voilà, bon. Non, on met trop de temps à lever une vache pour... Faut manger autre chose dans ces cas-là. On met du temps pour l'élever, c'est pas la peine de prendre trop de temps pour la cuire. Voilà. Sauf certains morceaux, comme les bas morceaux, le bourguignon, pot-au-feu. Bien sûr, mais pas à la poêle, pas à la poêle en semelle, quoi. Voilà. Alors, il y a les morceaux nobles, donc il faut... Oui, c'est saignant. C'est saignant. Et par contre, les bas morceaux, comme type bourguignon, type blanquette, bon, c'est pas... Il faut pas longtemps pour faire un bourguignon, pour faire une blanquette. Il y a quoi? Il y a 20-30 minutes de préparation. Et après, on l'oublie. C'est ça, on laisse. Alors, l'idéal, c'est de le faire la veille et puis de on marine. Voilà. Bien sûr qu'on marine, avec un bon vin. De le faire réchauffer le lendemain. Évidemment. Voilà. Toi, Sébastien, ton veau, qu'est-ce que tu aimes? L'escalope, il faut qu'elle soit rosée. C'est un peu le souci, d'ailleurs, parce que les gens ont tendance à la faire trop cuire. Et une escalope de veau trop cuite, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut vraiment que le boucher, renseigne bien
le consommateur. Il y a un souci avec l'escalope, c'est que le boucher... Ce sera la phrase du jour, il y a un souci. Non, mais en cuisson, je vais lancer la perche à Sébastien et il va répondre. C'est que c'est tellement fin que pour le faire cuire, c'est pas évident. Donc comment on fait pour faire cuire une escalope? Comment on fait pour ne pas rater son escalope? C'est pas compliqué, on la met dans la poêle. Avec du beurre. Évidemment. Et un aller-retour, ça va suffire. Ouais, donc c'est hyper rapide. Bah oui, comme c'est fin, oui, c'est sûr. Poêle bien chaude et un aller-retour. Voilà. Donc après, carré de veau, grenadin, c'est quoi? Rappelle ce que c'est qu'un grenadin. C'est le filet mignon. Le grenadin, filet mignon de veau. Voilà. Donc ça, c'est plus épais. On peut le faire un peu plus épais, mais on peut aussi avoir un pavé dans la noix de veau qui va être excellent, quoi. Voilà. Et rosé aussi. Et il faut le faire roser aussi. Alors un pavé, c'est plus facile à faire roser parce que vu que c'est épais, on peut le laisser cuire un petit peu plus longtemps. Ok. Et toi, Jean-Marc, ta cuisson Alors moi, il faut que je parle de l'agneau, non? Bah si tu veux. Et voilà, donc sur l'agneau, on peut le manger de toutes les façons. Un avarin d'agneau, c'est excellent, voilà. Mais il faut le cuire un petit peu plus longuement. Par contre, après, on parle beaucoup. Je t'en parlais tout à l'heure du gigot de 7 heures pour Pâques. Oui, bien sûr, c'est très très bon. Mais un gigot, c'est déjà un gros morceau. Faut avoir une belle tablée. On n'est pas toujours très nombreux autour de la table, donc on peut très bien se tourner vers une épaule qu'on va faire cuire en basse température. L'avantage, c'est que c'est pas 7 heures, c'est 2h30, 3 heures, et on le saisit bien de chaque face, on le met dans une cocotte au four pendant 2h30, 3 heures à 100, 110 degrés et c'est top. Alors Jean-Pierre nous confiait une cuisson spécifique de l'agneau en off, donc on va vous le dire en vrai. Jean-Pierre. Non, j'ai beaucoup voyagé. Alors, soit je me suis rendu dans les pays, soit j'ai fait voyager et j'ai voyagé culinairement. Non, l'agneau, moi, j'ai mon ex-femme qui le cuisinait cuit dans des feuilles de banane. Alors, basse température, bien sûr. Donc, elle mettait souvent une épaule et des fois des morceaux de collier parce que l'avantage, c'est quand ça cuit longtemps comme ça à l'étouffer dans la feuille de banane, la viande se détache très bien et puis on met l'assaisonnement qu'on veut. Après, donc plus ou moins épicé ou pas du tout épicé. Mais c'est très bon et puis on a une viande qui est vraiment confite avec ce système de cuisson. D'accord. Alors, on va bientôt terminer la première partie. La deuxième partie, vous ne savez pas ce que c'est, mais ça, j'ai fait exprès. Pour clôturer la première partie, est-ce que vous pourriez adresser un message aux consommateurs que vous souhaiteriez plus éclairé par rapport à l'élevage? Le consommateur qui respecte ce dont il a envie, qu'il aille jusqu'au bout dans son acte d'achat, c'est-à-dire qu'il nous demande beaucoup de choses. Si on a toutes les contraintes pour produire déjà de manière conventionnelle, c'est que le consommateur à un moment a demandé qu'on produise comme ça. Et le label rouge, les signes officiels de qualité, on a un cahier des charges qui est très exigeant, qui est, dans la mesure où c'est exigeant, c'est très coûteux. Donc il faut que le consommateur aille au bout et qu'il respecte ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Et il a envie d'avoir toutes les garanties qu'on lui procure. Et donc, il faut que le consommateur aille là-dessus. Et il faut qu'il puisse écouter l'ensemble des professionnels de la filière, c'est-à-dire qu'ils respectent également que le consommateur, comme a fait l'éleveur, que le consommateur respecte le produit, c'est-à-dire avec des temps de cuisson qui vont être respectés, avec des méthodes de cuisson qui seront respectées pour pouvoir vraiment profiter du produit de qualité qu'ils ont acheté. Sébastien. Je pense que Jean-Pierre a tout dit. Non, moi je veux entendre Sébastien. C'est quoi ta problématique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change pour que tu te sentes mieux? Que les gens... je sais pas. Parce que ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 17 ans. 17 ans, et il y a eu des moments où tu as eu envie d'arrêter? Ou pas du tout? Non, parce que je suis passionné, même si des fois le métier est très dur, mais quand on parlait du petit Super U
de proximité à côté de chez moi. Quand les gens que je croise régulièrement dans le village, parce que c'est un tout petit village de 2000 habitants, viennent vers moi et me disent « ton veau, il était vraiment très très bon, exceptionnel. Ça donne envie, même dans les mauvais moments, on se raccroche à ça pour essayer de continuer, même si le métier est très dur. » Oui, en fait, d'avoir la reconnaissance de ton travail. Tout à fait, c'est tout simplement ça. C'est très bien. Jean-Marc ? Bon, pour essayer que toi, tu es la voix. Pour essayer de conclure sur ce sujet et de rajouter peut-être quelque chose, je crois que ce qu'attend la filière, ce qu'attendent les éleveurs, c'est qu'on prenne vraiment en compte la qualité des produits pour lesquels ils sont passionnés ou sur lesquels ils travaillent tous les jours. Alors après, on est conscient dans nos filières que il y a des problématiques de pouvoir d'achat pour beaucoup de monde. Mais moi, je pense que le consommateur, ce qui devrait, pour justement aligner ses attentes avec ses moyens financiers pour sa consommation, c'est peut-être de faire confiance un peu plus au boucher, lui demander qu'il lui fasse des propositions, qu'il choisisse le morceau qui est le plus adapté, et puis aussi faire un choix, c'est-à-dire j'en achète un peu moins en poids, je me prends un rôti un peu moins gros, une pièce un peu moins grosse, mais par contre je vais me régaler avec du produit de qualité, du produit français, du produit qui a des garanties sur l'origine et sur la qualité supérieure. Je vais donner un exemple, mais on peut le répéter sur tous les morceaux. On va dire un faux filet. Un faux filet de bœuf, c'est très très bon. Aujourd'hui, un faux filet sur une vache limousine, ça peut facilement faire 200-250 grammes et c'est pas très épais, donc pas facile à cuire. On est 2, on est 3, on demande un faux filet plus épais. On va gagner un peu de poids de viande parce qu'au lieu de on va pas prendre 3 fois 250 grammes. Un faux filet épais de 500 grammes, il peut faire pour 3 personnes et on a fait une sacrée économie sur le budget. C'est tout simple, là, c'est mathématique. Et ça permet d'acheter des produits français, de valoriser le travail de nos éleveurs, de conserver les garanties de ce qui est imposé par la réglementation française sur toute la production française, mais en plus du label rouge, si on choisit un produit label rouge, et on se régale après en respectant les cuissons et tout ce qu'il faut respecter. Et le faux filet épais comme ça, c'est bon. Juste chaud à cœur. On sent la gourmandise. Alors, j'ai une question juste qui me vient avant la transition. On a conscience quand même qu'il y a de moins en moins de gens qui ouvrent des boucheries, parce que là, on parle beaucoup de grande distribution. Donc, c'est vrai que je trouve... Moi, j'achète pas du tout en grande distrib, mais je sais que mon Leclerc, par exemple, il a fait un gros effort pour la viande, qui est une belle viande. Donc, après, il va sûrement aller chercher chez des bons éleveurs. Mais la boutique elle-même de boucherie ou de charcuterie, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Vous avez une idée des chiffres ou de ceux qui ferment et qui ont du mal à trouver des repreneurs aussi ? Peut-être vous, dans le Limousin, il y en a... Enfin, nous, c'est vrai que... Non, les chiffres exacts, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a les chiffres des adhérents à la Confédération de la boucherie qui regroupe tous les syndicats des départements de France. Mais il y a des boucheries qui sont pas syndiquées, donc c'est assez difficile à suivre. Ce qui est clair, c'est que dans la boucherie artisanale, aujourd'hui, ils représentent à peu près 15% de la consommation de viande en France. Ouais. Voilà, c'est pas ça pourrait être beaucoup plus, mais aujourd'hui c'est ça. Après il y a 50% à peu près qui sont en grande surface et le reste c'est par d'autres circuits, notamment un peu de direct, 10-15% en vente directe, mais il faut pas être très loin des lieux de production. Ce qui est de la boucherie, c'est vrai que la boucherie, c'est très compliqué parce qu'on a vécu quand même une évolution des prix après la crise Covid. Et les bouchers se sont dit ça va pas durer, ça va revenir comme avant et ils ont pas tourner les étiquettes, comme on dit. Il a fallu qu'ils augmentent les prix. Donc ça, il faut aussi le dire aux consommateurs. Pour mieux rémunérer les éleveurs, c'est normal que le prix au niveau de la boucherie évolue. Et c'est là où il faut être un peu malin et demander à son boucher un morceau adapté. Et ceux qui ont bien joué le jeu, qui ont tourné les étiquettes, mais qui ont continué à apporter ce service, ils continuent à travailler. Après, la boucherie, il faut aussi qu'elle se renouvelle. Certains ont pris le pas et certains sont déjà bien avancés, mais aujourd'hui, on peut pas présenter des grosses pièces de viande dans un rayon et puis dire on va trancher un rhum steak comme ça. Je parlais tout à l'heure d'un morceau du rhum steak, c'est le rond ou le filet de rhum steak.
C'est un petit morceau. Il y a beaucoup de bouchers aujourd'hui qui le démontent et qui font des roast beef avec ça, et c'est à tomber. Par contre, il y en a certains avant, ils coupaient des grandes tranches de rump steak. C'est pas la même présentation, c'est pas le même travail. Et celui qui fait l'été des marinades, qui prépare des rôtis un peu améliorés avec des petites décorations, ben aujourd'hui fait la différence. Donc il y a des bouchers qui s'en sortent bien. Après, au niveau des grandes surfaces, on en parle, ils se cherchent encore aujourd'hui, même les grands groupes de distribution. Ils ont des rayons traditionnels, ils les arrêtent, ils les redémarrent parce qu'ils savent pas où ils vont. Ils ont besoin d'avoir du personnel, on en parlait tout à l'heure, pour que ça fonctionne bien. Ou sinon, ils proposent des barquettes, mais des barquettes qui vont pas toujours... ça se vend pas mieux. Et puis le souci, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent de la segmentation, c'est-à-dire qu'ils proposent un produit bio, un produit label rouge, un produit... de race, un produit premier prix. Et le consommateur, il a vite tendance à regarder, c'est bien, c'est beau, mais je prends un peu moins cher. Je pense qu'il y a des erreurs aussi de choix, mais chaque entreprise doit fonctionner, même les bouchers comme les grandes surfaces, essaient de s'en sortir au mieux. Alors, tu t'as parlé de quelque chose dont on n'a pas parlé. Alors, c'est quoi, du coup, le bio pour la viande ? Donc vous êtes pas le label rouge n'est pas bio. Là encore, c'est complètement. C'est autre chose. C'est un autre signe de qualité. On n'est pas bio. Le bio. Alors, raconte-nous, Jean-Pierre. Non, mais je vais pas raconter. Tu ne sauras pas raconter. C'est trop long pour raconter. Non, le label rouge, on est sur la qualité supérieure, la qualité gustative supérieure, avec des tests qui sont faits sur des tests de dégustation. Le bio, c'est un mode d'élevage, le bio. Mode de production. Mode de production. On n'est pas du tout sur de la qualité supérieure de produit. Le produit peut être très bon, mais on n'est pas sur de la qualité supérieure, on est sur du mode de production. C'est un autre signe, c'est un peu comme tout à l'heure, il y avait le label rouge qualité supérieure, l'IGP, indication géographique, garantie d'origine. Le bio, c'est un mode de production. Et le mode, on pourrait très bien avoir un produit qui réponde aux 3 cahiers des charges. On a des éleveurs qui sont en agriculture biologique, donc qui respectent le mode de production biologique, qui sont en label rouge, et donc qui sont engagés en label rouge et qui sont en IGP. Mais c'est vraiment trois démarches qui se suivent. Le bio, c'est le mode de production. Le label rouge, il apporte la garantie supérieure, de qualité supérieure, gustative, conditions de production, savoir-faire de l'éleveur, etc. Ok, très bien. Vous allez être au CIRA ? Oui. On va être au CIRA. On est présent au CIRA. Alors, dans le même cadre qu'on était avec Omnivore, avec un stand autour des IGP, donc veau du Limousin, porc du Limousin, agneau du Limousin. On aura notamment le chef dont je parlais tout à l'heure, Guillaume Sanchez, qui viendra faire une démonstration le vendredi. Et après, on a un stand avec la Fédération des viandes label rouge, donc Fil Rouge et Fédélis et le Silaport sur le CIRA, donc avec 5 ODG de Fil Rouge qui sont présents. Et puis nous, au CIRA, on a... Alors je rappelle juste, le CIRA, c'est le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Tout à fait. Ouais. Il se situe à Lyon dans 8 jours. Et on a sur la région lyonnaise et un peu élargie beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous. Et c'est aussi l'occasion, on y est tous les ans, en fait tous les 2 ans, puisque c'est tous les 2 ans. Et on fait le tour de nos partenaires entreprises pour justement les rencontrer, discuter des problématiques du moment et aussi voir comment on peut mieux communiquer vis-à-vis Alors, dernière question, des parce qu'à chaque fois j'ai d'autres questions, c'est tellement intéressant. Vous prenez à juste titre que la viande limousine est une viande d'exception. Ça veut dire que les restaurants sont essentiellement des étoilés ou des gastro plus par rapport au prix, ou pas forcément ? Non. Alors, Joker. c'est pas facile. C'est pas une réponse très facile. L'abatteur va avoir un problème dans la commercialisation de la carcasse, un problème d'équilibre entre les morceaux nobles et les morceaux à bouillir, c'est ce que tu disais aussi, etc. Un restaurateur, on prend par exemple un restaurateur, une brasserie parisienne, elle va mettre à la carte un tartare, le faux filet, l'entrecôte, un tartare.
de temps en temps un bourguignon, mais il va être plutôt sur des morceaux nobles. Et lorsqu'il va demander à un abatteur une carcasse avec que des morceaux nobles, d'être approvisionné qu'avec des morceaux nobles, ça colle plus, parce qu'au niveau du prix, qu'est-ce qu'on fait du reste? On peut pas le vendre, on peut pas le valoriser suffisamment, si ce n'est l'envoyer dans le haché. Donc on va être sur des animaux qui seront pas des animaux haut de gamme. Parce qu'on va pas valoriser suffisamment et que l'équilibre carcasse va pas se faire comme il faut. Donc, on a eu des bouchers, des restaurateurs qui étaient des restaurateurs bouchers, c'est-à-dire qui achètent la carcasse pratiquement entière et qui vont valoriser tous les morceaux en faisant des burgers, en faisant des sauces, en faisant les morceaux nobles, voilà. Mais c'est assez difficile de fournir des restaurateurs, parce que le restaurateur, si on prend par exemple l'étoilé, l'étoilé, il va pas servir une entrecôte, il va servir le cœur de l'entrecôte, par exemple, qui va être un tout petit morceau. Qu'est-ce qu'il fait du reste? Et s'il achète que le cœur, qu'est-ce qu'on fait du reste? Donc, non, mais c'est intéressant parce que ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas forcément. Donc, merci de mettre en lumière cette chose-là. Ok. Question bête, tartare au couteau ou haché, alors, du coup, vous? Au couteau. Alors, très bien. On n'est pas bouché, mais quand on fait du tartare, voilà. On prend le temps. On essaie de pas se couper les doigts, c'est mieux. C'est ça. Et on le fait au couteau. Merci de cette réponse, je suis d'accord avec vous. Tartare de veau aussi, j'ai goûté il y a pas longtemps. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Quel assaisonnement va le mieux avec le tartare de veau? Alors, on peut ne pas trop le relever et on peut y rajouter. Moi, j'ai appris par mon directeur de Limousin Promotion à faire le tartare de veau avec de la mangue. Ah. Ah ouais, ça doit être sacrément bon. Ah je vais tester. Alors l'assaisonnement, enfin moi sur le tartare de veau, c'est plutôt citron. Mélange citron vert, citron jaune. Et pratiquement ça suffit. Et après, un fruit, c'est très bien. La mangue quand on a. Une pomme Granny Smith, c'est pas mal aussi. Après nous, on rajoute des fois de la noix parce qu'on est dans le Périgord. Donc on a de la noix du Périgord. On peut rajouter. Et quel morceau du coup pour le tartare? Noix sous noix, voilà, noix sous noix. Après, c'est qu'une question d'épluchage. On peut avoir d'autres morceaux, mais il faut bien tirer toutes les aponévroses. Ça, c'est le travail du boucher ou de l'apprenti boucher. Les aponévroses. Oui, toutes les peaux qui englobent les muscles. Donc c'est quelque chose qui est normal et qui c'est le travail du boucher. C'est pour ça que le boucher, on parlait tout à l'heure du prix, de la différence de prix. Il prépare les viandes, et il retire tous les nerfs, il retire parfois on parle aussi des affranchis. Alors c'est un peu ce que Jean-Pierre disait tout à l'heure, qui parlait des chefs étoilés qui veulent que les cœurs de muscles, parce qu'en fait ils veulent pas prendre les bouts des muscles qui sont légèrement plus durs. Donc c'est ça qui pose souci. Un chef étoilé, il va vouloir vraiment le top du morceau, sauf que il sacrifie l'origine pour se tourner vers un approvisionnement peut-être plus standard, mais qui lui permet de faire ce choix et de prendre le cœur des morceaux, quoi. Voilà. Merci, très intéressant. Alors, donc première partie conclue. Alors, pour justement introduire la deuxième partie de cette session de convivialité très gourmande, j'aimerais vous proposer, parce que moi, avant d'être chef, j'étais prof de lettres, donc un passage de la littérature de Proust qui me rappelle à ma première vie. Et après, je vous poserai une question, mais c'est pas très dur à comprendre. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Messieurs, je veux connaître votre Madeleine de Proust. Quel est le repas, l'ingrédient, le souvenir culinaire qui vous rappelle votre enfance? Ah. Oula, il y en a beaucoup. Allez, Jean-Pierre, je te sens parti. Il y en a beaucoup, non, mais quand la Madeleine, oui, on repense aux parents, aux grands-parents, au petit plat de la maman, au petit plat de la grand-mère.
C'est pas obligatoirement du bœuf, d'ailleurs. Non, alors on peut sortir des viandes. Ni du veau, ni ça peut être du sucré. Hein. Ni du veau, ni du porc, ni de l'agneau. Vous n'êtes plus du tout ni éleveur, ni président, rien. Pas obligatoirement ces viandes-là, mais il y a une tradition qui n'est pas que dans notre Limousin, mais c'est le poulet du dimanche. Il y a le poulet du dimanche. On a... J'avais une grand-mère lorraine donc qui pâtissait beaucoup le pâté de pommes de terre. Je suis alsacienne. Le vol au vent. Voilà, toutes ces choses-là. Alors dans le vol au vent, moi je me souviens de ma grand-mère qui faisait le vol au vent, donc c'était de la pâte levée avec qui cuisait avec le torchon, donc dedans. Et après on enlevait le chapeau. Et elle mettait dedans des riz de veau, du veau, des choses en sauce. Un peu de crème, une bonne béchamel, voilà. Mais bien sûr. Voilà. Très bien. Et ça, oui, le vol au vent, c'est un bon souvenir. Et puis, j'en ai pas mangé, ça fait une éternité. Bah, tu vois, faut rectifier. Ouais. Faut rectifier. Et c'est vrai, je connaissais pas Proust. Moi, au niveau nourriture, j'étais plus Rabelais. Oui, Gargantua. Voilà. Bah voilà, c'est un petit peu plus tard, Proust. Jean-Marc? J'attendais de voir ce que déjà Jean-Pierre, il te restera Sébastien à sortir. Moi, je vais dire un des morceaux que... Alors, c'est vrai que les riz de veau, les abats, tout ça, la tête de veau, on a la chance... on a pas mal d'occasions dans certains restaurants avec qui on travaille un petit peu, où il y a notamment un qui est un peu spécialiste des abats. Mais moi, je vais rester sur un abat, je vais dire le foie de veau. Voilà. Et le foie de veau, c'est vraiment... Alors, c'est très simple, puisque ça se... C'est très fin aussi, ça. C'est très fin, c'est juste à passer à la poêle. Bon, il faut aimer, mais moi, je dis, c'est un peu comme l'escalope rosée, mais il faut que le foie soit rosé. Et avec un petit beurre, un petit déglaçage, une purée de pommes de terre écrasée, c'est pas maison, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Voilà. Merci. Sébastien? Alors moi, j'ai un souvenir très particulier. C'est mon arrière-grand-mère qui faisait l'onglet à l'échalote tous les dimanches dans le Cantou. Le Cantou, vous savez ce que c'est? Pas du tout, mais tu vas nous l'expliquer. C'est quoi le Cantou? Le Cantou, c'est une cheminée à foyer ouvert. D'accord. Donc directement et les échalotes, elle mettait tout, oui. et ça cuisait comme ça? C'est ça. Dans une poêle sur le foyer. Et le Cantou, pour aller un petit peu plus loin, c'était là où on mettait les salières. Oui. Voilà, donc des petits bancs où se mettait le sel et les grands-mères se mettaient sur ces bancs-là avec une grande robe quand le gablou passait. Le quoi? Le gablou qui venait contrôler s'il n'y avait pas d'abus de sel, parce que il y avait des taxes sur le sel. Oui, bien sûr. Et donc ça permettait de protéger le c'est stockage de... C'était la gabelle. La gabelle, ouais. C'est ça. Donc gablou, ça... Gabelou, voilà. Gabelou, oui, d'accord, ok. Et c'était pour garder le sel qui était indispensable dans les fermes pour conserver notamment les viandes. Bien sûr. Et du coup, dans le Limousin, c'est quoi les recettes classiques, typiques, phares? Allez, une recette chacun. On parlait de la mique ce matin. Alors, la mique. Oui. On veut ça. C'est quoi la mique? Donc comment ça s'écrit? Amicuve. Ok, la mique. Donc c'est de la farine de pain qu'on pétrit avec de la levure, qu'on fait lever, après qu'on fait cuire dans de l'eau avec le petit salé. Voilà, et qu'on mange avec le petit salé et des légumes, carottes, choux. Voilà. D'accord, la mique. Bah ok, on connaissait. On en parlait ce matin en montant. Dans la voiture. Dans la voiture. Ça me fait saliver d'ailleurs. Histoire de se donner un petit peu. Oui, ça donne bien envie, ça. Jean-Marc, un petit plat phare du Limousin. Du Limousin. Le boudin en châtaigne. Oui. Alors, il y a des grandes conversations entre consommateurs de boudin. C'est quel est le boucher qui fait le meilleur boudin? Ah là là. Alors c'est. J'imagine qu'il y a des concours de boudin. Alors, oui. Moi, je suis dans la zone vraiment où il y a le meilleur. Le meilleur, oui, bien évidemment. Donc, il y a deux villages. Il y a entre Saint-Thierry-la-Perche et Coussac-Bonneval, où il y a un dilemme entre les deux. Alors, ceux qui l'aiment un peu plus sucré vont à Saint-Thierry-la-Perche. Ceux qui l'aiment plus
Et il y a des grandes conversations autour du boudin quand même chez nous. Donc il y a le boudin au châtaigne. Des débats même, on est sur des débats, j'ai Sur des l'impression. débats, oui. Et il y a, et je dirais, le pâté de pommes de terre aussi quand même, c'est quand même quelque chose de... Ça donne envie tout ça. Jean-Marc ? On va finir par un dessert. Allez, très bien, du sucré. Le clafoutis à la cerise, on va dire, bon, qui est un classique, et où nous, on a aussi la flognarde aux pommes. On a des pommes en Limousin, puisqu'on a une pomme AOP, la seule de France d'ailleurs. Et donc, on peut faire aussi une flognarde avec des pommes. Donc, c'est une sorte de pâte à crêpes, on va dire, qui est cuite en gâteau après avec les fruits à l'intérieur. Flognarde. Flognarde aux pommes ou la même chose que clafoutis aux cerises, quoi. D'accord, très bien. Quel est l'ingrédient qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur ? Après, j'ai une autre question pour toi, Sébastien. L'ingrédient qu'il y a toujours dans le réfrigérateur. Du beurre. Ok. Oui, du beurre. Du beurre, du fromage aussi. Du beurre, du fromage, oui. Beurre, fromage, Alors justement, je me posais la question par rapport au lait. Comment ça se passe ? Vous n'êtes pas producteur de lait. Et comment se passe le relais entre les viandes et le lait ? Enfin, c'est un peu une question de néophyte, ça, mais... Alors avant, dans les exploitations agricoles, tout le monde avait une vache laitière. J'ai toujours. Oui. Un producteur de veau de lait doit normalement avoir des vaches laitières, mais on triait la vache et on faisait sa crème, ça c'est fini dans les exploitations vraiment viande où il n'y a pas plus de veau de lait. Donc on achète le lait de la vache qui fait le lait carré. D'accord, mais je veux dire, quand on dit que les viandes laitières, par rapport au veau, enfin, je sais pas, qu'il y avait une histoire... Non, mais les races laitières, sont des animaux qui sont faits pour produire du lait, donc on leur demande pas d'avoir, à part quelques races mixtes qui vont avoir, c'est-à-dire mixtes viande et lait. D'accord. Qui vont avoir des qualités de viande un peu plus supérieures. Bon, on a des races comme Béliarde, la Salaire qui maintenant est plus une race à viande, la Normande qui a eu à une époque un rameau qui était assez viande, maintenant les races laitières produisent du lait et lorsqu'elles sont en fin de carrière pour produire du lait, elles font de la viande, mais elles font pour un petit pourcentage des morceaux nobles. Sinon, le reste de la viande de vache laitière va aller dans la fabrication de produits élaborés, donc steak haché ou plat préparé. D'accord, ok, merci, très intéressant. Quel est le plat de brasserie, justement, auquel vous ne pouvez pas résister ? À part le foie de veau, du coup, tu m'as déjà parlé du... On oublie le foie de veau, on oublie le tartare. Moi, je mange très rarement de la viande de bœuf... dans les restaurants, dans les brasseries, notamment les brasseries parisiennes, parce que je sais que ce sera de la viande à 80%, de la viande d'importation. Donc, ce sera pas de la vache comme chez nous, enfin ce qu'on appelle le bœuf, comme chez nous, la Belle Rouge. Donc, je mange du bœuf dans les restaurants qu'on connaît, où on est sûr. Et à Paris, alors tu pars sur quoi ? Oh non, mais je pars souvent sur quelque chose de très léger quand je... Oui, surtout le soir. Quelque chose un plat pour pouvoir dormir tranquille, je vais sur une choucroute avec un petit jarret quand même. C'est vrai qu'on pense souvent ça quand même. Évidemment, très diététique, on adore. Sébastien ? Je me suis retrouvé quelques fois avec Jean-Pierre le soir, effectivement. On va beaucoup vers la choucroute. C'est très bon. Et toi, Jean-Marc ? C'est pas. Alors c'est pas nécessairement pour le soir, mais on n'est pas beaucoup sur des légumes quand même. Non, si, mais c'est l'accompagnement. Il y a du chou. Oui, c'est l'accompagnement. Il y a du chou. Il y a bien le cassoulet, Jean-Marc, le soir. Oui, le soir, on a une fois, on s'est trouvé avec Sébastien un petit cassoulet. Mais on était à côté de Castelnaudary, donc c'était normal. Forcément. On pouvait pas faire autrement. C'était au mois de juillet, mais insulté la région. Il faisait bien chaud. Oui, mais bon, c'est pas grave. Mais non, je pense à une petite brasserie où on déjeune souvent sur Paris. Et qui font un excellent couscous. Voilà. Voilà, un couscous. Et donc là, il y a de la semoule, il y a des viandes, mais il y a des légumes. Voilà. Très bien. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que, pour vous, cuisiner ? Est-ce que vous cuisinez ? Et qu'est-ce que ça représente pour vous, la cuisine ? Moi, j'adore cuisiner.
Il n'y a aucune réponse type, vraiment. J'adore cuisiner parce que déjà je suis tout seul, donc même pour moi, ça m'arrive de cuisiner. On en fait tout un plat de dire il faut cuisiner. Moi ça m'arrive on a des congélateurs à la campagne parce qu'on va pas tous les jours, donc on achète du gros et des fois on identifie mal et des fois on décongèle et on découvre ce qu'on décongèle. Donc c'est pas toujours facile et on s'adapte toujours. On en parlait dans la voiture ce matin. Oui, parce que 5 heures de trajet, ça vous donne des sujets de conversation. La semaine dernière, j'ai décongelé un sachet de viande qui s'est avéré être du veau. Mais du veau pas coupé, un genre de pavé de veau. J'ai coupé ça en cubes, j'ai fait revenir ça à la poêle avec des échalotes. En fin de cuisson, j'avais un petit fond de crème fraîche. J'ai rajouté de la moutarde, ma crème fraîche. Et ça a été très bien avec mes tagliatelles. Et j'ai mis 10 minutes. Donc, et je fais pas mal d'essais. D'ailleurs, mes filles, des fois, m'en veulent un peu. Et d'autres fois, sont satisfaites des essais que je peux faire. Parce que parfois, tu rates les essais ? Un essai, ça reste un essai. Sébastien, toi, la cuisine ? Je cuisine un petit peu, surtout avec mon fils, parce que c'est un moment d'échange. Il a quel âge ? Il a 17 ans. Ok. Et toi, Jean-Marc ? Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est très, très cuisinière, on va dire, qui fait beaucoup de choses. Et après, je fais des expériences, mais qui sont pas si ratées que ça, avec notamment un tartare et sur les manifestations. Mais c'est de toute façon, oui, ce qui a été dit, expérience, et puis échange et partage. Et c'est surtout sur les événements, quand on discute avec le public, et souvent ils nous demandent, ou des marinades, je veux dire, on fait des fois des marinades de veau avec du miel, du citron, et des herbes de Provence. Quelques petites herbes, et c'est très très bon. Et puis la petite recette qu'on a fait, on était ensemble tous les trois à Toulouse en décembre, des émincés de bœuf marinés avec poivrons, oignons et des anchois. Oh, voilà. Et on le proposait en sandwich et on n'en a pas eu assez. Ah ouais, le côté salé, anchois, marin comme ça, c'est une très bonne idée. 10% du poids de viande en anchois à peu près. Okay. Voilà. Et puis avec ça, et le poivron pour la couleur un petit peu. Et puis voilà, c'est très 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 bon en dégustation. Je pense que nous, on le faisait en sandwich, mais aussi à la maison, ça doit être à tomber. Très bien. Et la dernière question, quelle est pour vous la passion ? Ouf. Sébastien, il adore ces petites questions comme ça, surprise. La passion pour son métier ? Pour notre métier ? Bah ouais, essentiellement. C'est se lever tous les matins en ayant envie de sans être trop pressé, vraiment en allant au travail, en y mettant le cœur, la joie, la bonne humeur, tout simplement. La passion, c'est dire des fois en se levant j'en ai marre, mais une heure après le faire quand même malgré tout à fond et puis et à fond et en aimant ce qu'on fait et en respectant. La passion, c'est le respect. Jean-Marc ? La passion, c'est ce qu'on vient de faire pendant 1h15, quoi. Et expliquer qui on est, ce qu'on représente et les produits qu'on met en avant. Et je pense que nos discours sont très passionnés. Je ne me suis pas rendu compte. J'imagine. C'est pour ça que je vous ai invité. T'es pas très perspicace, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais conclure. Toute la filière de la viande limousine travaille selon des valeurs cardinales pour nous nourrir et rendre heureuses nos papilles. Des éleveurs au boucher, chacun contribue à des repas savoureux et réconfortants avec une viande dont la qualité gustative n'est plus approuvée. Une chaîne d'efforts dédiée à apporter du bonheur à chaque table, unissant tradition, qualité et générosité pour créer des moments de partage inoubliables. Bravo pour votre engagement sans faille. Merci pour votre amour débordant. Les vrais consommateurs savent ce que votre travail représente et feront la différence. Vive l'agriculture, vive l'artisanat, vive la gastronomie. Merci à vous trois. Merci Sébastien. Merci. Merci Jean-Pierre. Pourquoi je t'appelle Jean-Paul au dernier moment ? Jean-Pierre. Merci Virginie. Et merci Jean-Marc. Merci Virginie. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ?
Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.